Oui, donc dans toutes ces étapes de ma vie, de notre vie avec ma femme, c'est parce qu'on a fait tout ça à deux, c'est quand même, en fait, si on avait trop réfléchi, trop calculé, on n'aurait pas fait les deux tiers. Nous, ce qu'on s'est toujours dit, c'est est-ce qu'on va vers du plus? Est-ce qu'on va vers du mieux? Je pense que si tu te dis, si je fais ça, je vais être bien, ou c'est ce que je veux, bah oui, comme tu m'as dit tout à l'heure, tu t'éclates. C'est-à-dire que même si je peux dire je suis frustré de ne pas avoir commencé peintre, je peux dire quand même je me suis éclaté. Tu vois? C'est le truc, il est là. Et pourtant, j'en ai pris des coups, hein, parce que je raconte les choses telles qu'elles sont, mais il y a eu des sacrés coups, quoi. Hein. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Hein. Mais après, t'es un peu pétri à la Rodin, quoi. Pas à l'amour, à la Rodin. Pas à l'amour, mour. Très lisse, très... Non, là, moi j'étais pétri à la Rodin, puis encore un essai au plâtre. Hein. Un jour, il était bourré. Bonjour et bienvenue dans Fais-moi une place. Dans ce podcast, je donne la parole à des personnes qui ont décidé un jour de répondre à un appel, à une envie, à un élan créatif ou artistique, alors que ce n'était pas du tout la direction qu'elles avaient prise jusque-là. Et ils ou elles ont fait une place à leur âme d'artiste, souvent de façon singulière. Je m'appelle Sylvie Horry et au travers de ce podcast, je cherche à comprendre quel est le cheminement interne qui mène à suivre cet élan jusqu'à parfois complètement changer de vie. Comment on construit une carrière de peintre ? Qu'est-ce qui est important quand on démarre ? Et ça signifie quoi être peintre ? Thierry a abordé tous ces sujets dans cette seconde partie, dans laquelle il continue avec beaucoup d'humour et de passion à nous raconter son histoire de peintre et ce qu'il en a tiré comme leçon de vie. Bonne écoute ! Du coup, s'il y a des personnes qui nous écoutent qui veulent devenir peintre, si tu résumes, comment tu as construit ta carrière de peintre en fait ? Alors, moi je pense qu'il y a deux optiques. D'abord, comment je pourrais dire? Ouais, il y a, comment il s'appelle, l'anglais que j'aime bien qui vit en Normandie. Ça c'est l'âge, tu vois, quand tu veux dire un nom, tu l'oublies. Comment il s'appelle je retrouverai son nom. En fait, lui, quand il était jeune, a sorti des Beaux-Arts, a dit où en est le marché de l'art? Que font les gens dans l'art? Qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau? Et je trouve que cette phrase, elle résume beaucoup de choses. À l'inverse, je connais un autre maître qui disait mais qui vais-je donc imiter ce matin pour me rendre intéressant? C'était pas mal aussi. Et donc ce peintre, dans cette phrase, ça contient beaucoup de choses parce que en fait, ça nous dit, est-ce qu'on doit regarder ce qui se fait pour savoir ce qu'on apporte, ou est-ce qu'on apporte quelque chose nous-mêmes? Alors ça me rappelle un peintre anglais, il doit être anglais ou américain, il vit en France, il est vieux maintenant. Et ce peintre, il a eu, dans ses 10 premières années de carrière, il a eu un succès phénoménal. Et puis après, il a complètement changé de manière de peindre. Donc il n'a plus de succès du tout. Et puis là, il était interviewé parce qu'à 73 ans, il retrouvait un énorme succès. Et la journaliste qui l'a interviewé, il dit mais qu'est-ce que ça vous fait de retrouver du succès après toutes ces années de traverser du désert? Et lui, il dit mais moi, je n'ai pas traversé de désert. J'ai continué à faire ce que j'aimais. Les années de succès, elles m'ont mis à l'abri. Et après, j'ai continué. Oui, mais alors, le succès aujourd'hui, c'est bien. Tu sentais qu'il a... En fait, oui, quand tu es peintre, que tu exposes et que tu vends, ça te fait plaisir. Mais une fois que tu as eu la reconnaissance, c'est plus pareil. C'est plus la chose après laquelle tu cours. C'est est-ce que c'est mieux? Est-ce que j'ai mieux traduit? Est-ce que j'ai fait plus est-ce que, comment je peux dire, est-ce que ça traduit mon idée que j'avais à ce moment-là? Est-ce que j'ai progressé dans mes teintes, dans mes mises en page, dans tout ça, tu vois, Et puis dans l'idée à donner. Alors, David Hockney, c'est le peintre. Donc lui, ça m'a aidé parce que j'ai vu, c'était à Londres, puis l'exposition après est venue à Paris, il a fait tous les paysages de son Angleterre natale. Et alors le mur de tableaux, c'est tous des pas très grands tableaux, avec tous les paysages magnifiques, super beaux. Et quand tu arrives tout près, mon maître Christophe de Buchère aurait été à côté, il aurait dit
mais c'est horriblement mal peint. C'était avec du médium, il y avait pas de passage, techniquement, c'était abominable. Mais dans la réalisation, dans le résultat est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Alors moi, dans le chemin, bon, ça m'a beaucoup aidé. Mais si on en revient à comment organiser sa carrière, c'est peut-être la première chose, c'est de se dire, est-ce que je suis capable de peindre tous les jours? Est-ce que je suis capable de peindre tous les jours? Est-ce que j'ai du plaisir tous les jours à peindre? Sinon, c'est foutu. Je crois que c'est foutu. Alors tous les jours, c'est une image. Mais est-ce que je suis capable d'être dans la peinture tout le temps? Parce que c'est un métier, comment je pourrais dire? On peut pas séparer l'intellectuel du manuel. Parce que le manuel, plus on peint, plus on a d'habileté. Alors par exemple, on voit, donc il faut être ouvert aussi. Parce que moi j'ai été avec des gens qui m'ont fermé, qui avaient des phrases comme « Tu prends un tableau de Delacroix au microscope, tu vois un tableau d'art abstrait. Tu prends un tableau d'art abstrait au microscope, il n'y a rien. » Ces phrases, elles sont terribles, parce qu'elles te coupent de tout plein de choses. Donc je pense que celui qui veut être en peinture, si c'est la peinture, mais je pense que la sculpture, tout ce qui est artistique, c'est pareil. Est-ce que tu es capable de le faire tous les jours? Soit de le réaliser, soit d'y penser. Ouais, c'est la partie intellectuelle dont tu D'ouvrir vraiment ta tête là-dessus, d'ouvrir sa tête sur ce qui se passe, sur ce qui se fait, sur ce que font les autres, sur ce que tu veux faire toi, sachant que tu vas être en quête ton physique va découvrir une habileté nouvelle. Au début, il faut que tu sois capable de passer tous ces caps avec des choses qui vont être moches, qui vont être mal faites, qui vont être mal foutues, qui vont être... Ouais, ça faut l'accepter. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter parce que c'est l'apprentissage d'un métier. Donc le métier, c'est du geste. Le métier de peintre, il est basé aussi, mais même la sculpture, tous les métiers artistiques, notre premier outil, c'est nos mains et l'œil. L'œil, donc Newton, avec les couleurs, comment on analyse, parce que dans la vie de tous les jours, on a une analyse qui est complètement différente de l'analyse du peintre ou de l'artiste, du sculpteur. Par exemple, le sculpteur, il va tout de suite aller voir des formes, il va voir comment ça tourne, comment ça fonctionne. Le peintre, il va voir ses contrastes, il va voir ses différences de vert, est-ce qu'il y a du jaune dedans, est-ce qu'il y a du bleu, est-ce que c'est fait à partir de noir, est-ce que c'est fait à partir de bleu, tu vois, il va voir tout ça. Donc ça, petit à petit, tu l'apprends. Alors, se lancer peintre, quelle est la carrière avant, quelle est la carrière après? Moi, je vais encore citer Christophe de Buchères un jour. Je lui dis, est-ce que tu veux venir? C'était mon premier atelier. Donc j'avais commencé à peindre, et puis on était devenus bien copains, voire amis. Et puis je lui dis, viens à la maison. D'accord. Donc il vient du sud de Paris pour venir à la maison. Et puis j'étais tout content de lui montrer mes tableaux dans l'atelier. Puis il me regarde, il fait... C'est bien qu'on se soit rencontrés. Mais il avait tellement raison, parce que quand on voit les tableaux simplement 2 ans après, ce que je veux dire par là, c'est que celui qui démarre, entre son plaisir amateur, les petites comparaisons qu'il va faire autour de lui, et puis la réalité du monde de la peinture, je dirais ça fait 2. C'est vraiment un autre monde. Mais on voit, moi je regarde beaucoup la chaîne Muséum où il y a des moments où ils passent des jeunes ou moins jeunes artistes dans leur chemin. Et là tu vois des gens, alors c'est souvent des jeunes, mais ils savent rien. Ils ont des balbutiements d'art et en suivant leur instinct, effectivement, ils arrivent à des choses extraordinaires. Et ils chopent l'habileté, ils chopent tout ça. Donc en fait, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Moi, je dirais, et même quand, tu vois, aujourd'hui, on ne peut pas s'appuyer sur les galeries parce qu'il reste très peu de galeries. Donc des vrais galéristes qui peuvent un peu donner les tendances, c'est assez compliqué, quoi. Je ramènerais ça à moi, un copain qui a beaucoup d'argent, il est tout le temps dans les avions, et il aime bien l'art. Il me dit, tu vois, quand je vois tes peintures, je me dis toujours, est-ce que quelqu'un à Tokyo
ou à Sydney aimerait une peinture comme ça. Alors, bah oui, c'est après, parce que ce dont il me parle, en fait, c'est le marché de l'art. Après, c'est les cotations. Alors, tu as la cotation, on va dire, nationale, qui permet, en fonction des ventes que tu as dans les galeries, de pouvoir dire... C'est comme ça que tu voilà, commences pour être coté. voilà. Je ne sais pas comment ça marche. C'est comme ça que tu commences pour être coté, c'est avec tes ventes en galerie. Les organismes de cotation, ils voient tes ventes déclarées par le galériste et ils disent, bon, bah, tu vaux tant du point. Si tu as fait un tableau 20 F, tu multiplies par exemple par 30 euros. Tu vois, c'est comme ça que tu fais ta cotation. Mais après, le marché de l'art, c'est autre chose. C'est un peu du placement, de la spéculation. Alors, c'est pas péjoratif pour l'artiste, hein, ni pour celui qui achète, mais c'est une autre démarche, le marché de l'art. Donc, en fait, c'est de bien comprendre comment ça fonctionne, à quel endroit on va se situer. C'est-à-dire, par exemple, se dire, je vais faire les salons, le salon de Dourdan, le salon de je ne sais où, je vais présenter mes toiles au jury pour être dans ce salon. Ben ça, c'est pas là qu'on a envie. Parce qu'il y a 50 artistes exposés, il y a du plus mauvais au meilleur, et c'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe, c'est bien que ça se fasse. Et ça fait énormément de plaisir à plein de gens qui s'éclatent. Mais de là à vendre pour en vivre, c'est pas là que ça va se faire, quoi. Alors, ça se fait où? Alors ça se fait, par exemple, maintenant il y a par exemple, il y a la possibilité de louer des murs dans Paris, hein, ou à d'autres endroits. En gros, tu payes pour exposer. Alors, il faut payer pour exposer, il faut payer ta pub, il faut payer ton vernissage, il faut mettre un peu d'argent, mais bon, moi je ne suis pas choqué, c'est un investissement. Mais tu payes pour faire ça, et puis te constituer un fichier. Et puis, comme ça, après, alors, tu vas te béner au début. Hein, T'as commencé comment, toi? Moi, j'ai eu de la chance parce que, avec Christophe de Buchère, donc j'étais chez lui, je lui ai amené des tableaux, c'était pour le concours des peintres de la Marine. Et il y a une galériste de Brest qui était là, et elle a dit, je veux bien exposer Thierry. Et j'ai commencé comme ça. Et tu l'as passé, le concours? Je l'ai passé plusieurs fois, mais ils ne veulent pas de moi. Bon. Mais tu as été exposé chez elle. Voilà, donc j'ai fait plusieurs expos à Brest. J'ai même exposé avec ma fille. Et puis du coup, ça m'a donné, comment on va dire, un peu d'assurance. Donc j'ai de la famille qui était comment ça s'appelle? C'est dingue, hein, je dois être un peu impressionné là aujourd'hui. À Deauville. Donc ils avaient un espace et j'ai exposé à Deauville. J'ai exposé plusieurs années. Et puis j'expose dans le Gers où se fait mes stages. J'ai exposé, je ne sais plus où d'autres. J'ai encore exposé ailleurs, je ne sais plus où. Et comme ça m'a lancé, si tu veux. Voilà. Puis là, depuis le Covid, j'ai fait une pause. Et je prévois une exposition à Compiègne. Et puis dans la forêt de Compiègne. Donc sur le thème de la forêt. Mais après, c'est vrai qu'il faut passer l'étape d'avoir un peu une histoire. Il faut commencer à avoir un peu une histoire. Par exemple, se louer un espace pour commencer à être visible. C'est trouver quelqu'un, y compris en province, pour commencer à exposer un peu. Alors, c'est bien autour de chez soi, de commencer à se faire connaître autour de chez soi. Mais quand on commence à se faire connaître autour de chez soi, on vend des tableaux à 200, 300 euros. C'est pas ça qui fait vivre. Mais il faut commencer ce chemin comme ça. C'est à moins d'avoir un talent fou, d'être repéré tout de suite. Mais ça peut aussi, hein, ça peut fonctionner. Mais je pense à des peintres, moi, qui sortent de l'atelier de Christophe, qui ont commencé aussi dans une galerie comme c'était à Brest, elle a fermé depuis, mais trouver une première galerie, puis après, si tu as un peu vendu, c'est sûr qu'il y a une autre galerie. Quand tu vas, tu dis, moi j'ai exposé là, ça a fait tant de chiffre d'affaires. Parce que le galériste, il a deux choses. Il regarde un peu la cohérence de ce que tu fais. Alors quand on dit cohérence, c'est que tu passes pas de l'art moderne, de l'abstrait au... Il faut qu'il y ait comment on va dire, quelque chose qui soit un fil conducteur pour faire une exposition. Et à partir du moment où tu peux montrer ça, puis
parler d'un premier chiffre d'affaires. Ou même le premier que tu rencontres, c'est de lui dire, voilà, moi, il y a un chiffre d'affaires, mais peut-être s'il faut participer aux frais, si ça ne marche pas, pourquoi pas. Si vous trouvez que ça a un intérêt, il faut rentrer dedans, quoi. Il faut rentrer dedans. Et toi, t'en vis aujourd'hui ? Oui, oui, oui. Depuis, ça a mis combien de temps, en fait ? Ben, pour moi, ça a été rapide parce que c'est particulier, parce que le fait d'avoir commencé les stages, avant, moi j'avais cette aura, il y a beaucoup de stagiaires qui m'avaient vu avec Christophe de Buchères. Donc il y avait cette aura de l'ami de Christophe de Buchères. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir quelque chose à raconter. Moi ça m'a aidé, les gens ils avaient une référence, une confiance. Surtout que moi, en fait, j'ai jamais caché que je continue à prendre des cours. Là, je fais des cours à Paris. J'ai été en stage, par exemple, avec Anne Smith, qui est peintre de la marine et qui fait des stages de longue date aussi où je suis au pigeonnier. Et ben, j'ai fait un stage avec elle, avec mes élèves. Il y avait 3-4 de mes élèves. Et moi, j'étais comme stagiaire aussi. Ouais, tu continues à... Parce que je leur dis, ça permet de voir d'autres. Parce que quand on est en stage, on voit les coulisses, comment on fabrique, comment... Ça aide, quoi. C'est quoi ton fil conducteur, toi ? Est-ce que parce que je sais plus si j'ai lu ou j'ai entendu une interview de toi où tu disais que c'était un peu, c'était en fonction de ton inspiration en fait que Ouais. tu peins. Comment tu fonctionnes en fait ? Ouais. Alors, il y a une époque, par exemple, c'était avec la Caisse qui est à côté de toi. Par exemple, j'étais en Bretagne, j'ai fait tout le tour de la Bretagne. C'était les bateaux, les reflets, c'était... donc j'ai fait ça, j'ai fait Brest, j'ai fait tout Brest, toutes les rues de Brest, tout ça. J'étais tout le temps avec mon chevalet dehors. Et puis à un moment donné, ça m'a un peu fatigué d'être tout le temps dehors. C'est-à-dire l'inconfort, c'est passionnant, puis à un moment tu te dis, il faut que je me pose. Justement dans cette recherche de trouver autre chose. Et là j'ai commencé à me faire, par exemple, des petites natures mortes comme ça avec les châtaignes. Je me faisais des petites mises en page, des petites... et puis je me suis dit, autour de moi j'ai la forêt, donc je vais m'intéresser à la forêt. Donc c'est un fil conducteur que j'ai depuis avant le Covid. L'année d'avant le Covid, on devait préparer cette fameuse exposition dans la forêt de Compiègne. Et puis avec le Covid, on n'a pas pu sortir. Après, on a eu cette maquette de ma fille à faire. Et là, je reprends le fil conducteur. On va faire une exposition sur la forêt. Donc sans rien s'interdire, il y aura des tableaux, il y aura des sculptures, il y aura les oiseaux, il y aura tout ce qui peut être dans la forêt, quoi. Donc moi je travaille beaucoup avec des choses comme ça, c'est des petites feuilles où je marque des idées, des choses. Tu peux nous lire ce qu'il y a dessus ? Ah oui, il faut être un peu descriptif. Donc dans la forêt par exemple, je mets mystère, peur, épaisse, noir, bois, bateau, charpente, feu de bois, repère des animaux, chasse, mort, eau, étang, grands arbres, fabrication en bois, boîte de Mont d'Or, ça c'est ma région natale. Les fruits de la forêt, les skis avec les sapins, les chênes, les glands, les marronniers, les noisettes, les feuilles, les écorces, les champignons, les hiboux, les oiseaux, les pivers, les planches de meubles, enfin voilà, il y a tout ça, tu vois, il y a le pivert là qui est devant moi, dans sa cloche. Et après, t'en fais quoi par cette feuille ? Alors après, ça va être des sujets. Quand je vais aller me promener dans la forêt, je vais photographier ces sujets, sachant que je ne veux plus faire de grands tableaux comme des grandes forêts, j'en ai fait beaucoup. Et je ne veux plus faire comment je pourrais dire ? Après, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est important dans la démarche, c'est de se dire... alors on a de la chance avec Facebook et Instagram, c'est que si on a comme ami beaucoup de peintres, on voit tout ce qui se fait. Et on se dit, mais est-ce que c'est intéressant que je pose la 100 millième forêt avec le petit chemin et le rayon de soleil ? C'est une question que j'allais te poser, ouais. Est-ce que des fois tu te dis, tout a été fait, qu'est-ce que je peux faire de plus ? Est-ce que tu te dis ça des fois ? Ah ben ça, mon maître, il disait toujours, après Velázquez, est-ce qu'on peut encore peindre ? Alors ? À mon avis, oui. À mon avis, oui. Mais à mon avis, oui, parce que Velázquez, il travaillait beaucoup sur commande, dans un milieu très clos. Et je trouve toujours, moi en étant franc-comtois, que Courbet lui a donné un beau pendant à ses Ménines, avec l'enterrement à Ornans,
où certains critiques ont dit « mais il a fait des rougeaux, des gueux, ça n'a aucun intérêt ». Et c'est vrai que quand tu les regardes, t'es bourré, quoi. Non, mais je pense qu'il y a plein de choses à faire que moi, j'ai pas encore bien exprimé, mais c'est, par exemple, un tableau comme ça qui présente une forêt du Haut-Doubs. La forêt du Haut-Doubs, en ce moment, elle est touchée par le scolyte. Donc le scolyte, c'est un genre de bostrie, c'est un petit animal qui se met dans l'écorce et qui rend l'arbre tellement vulnérable qu'il en meurt. Donc ce qui se passe sur le plan écologique, le scolyte, on dit que c'est dû au stress hydrique, c'est dû à la pollution, au pluie acide qu'il y a eu, enfin à toutes sortes de choses. Donc les chercheurs ont dit finalement il ne faut pas brûler les branches quand on fait des coupes, il faut laisser tout ça pour agrémenter et augmenter la biodiversité, ce qui modifie complètement la forêt. Et puis on est toujours à se dire est-ce que cette forêt va durer ou pas par rapport au réchauffement climatique. Alors moi par exemple c'est une vision que j'ai eue, c'est un arbre dans la forêt avec des branches mortes au pied de l'arbre et il y a un rejet qui pousse devant. Et je me dis, finalement, on fait beaucoup de théories et de prévisions de calcul, et peut-être qu'on ne se rend pas compte que la forêt, elle sait comment elle va réagir. Elle a d'avance peut-être sa manière de se protéger, de réagir à tout ça, quoi. Après, c'est celui là-bas, c'est quand on regarde ses chaussures. C'est tout simple. J'avais mis mes chaussures dans la boue et je regardais mes chaussures dans la boue et puis j'ai vu toutes ces fougères. Donc j'ai juste pris la photo comme ça. Et ça m'a plu parce que c'est quelque part, si tu veux, ça me rappelle le travail de Matisse. J'aime beaucoup le travail de Matisse qui a cherché sans arrêt dans son lit, il a cherché sans arrêt la beauté des formes, l'équilibre du tableau, c'est-à-dire l'équilibre des couleurs, ce qui va amener le spectateur à regarder, comment va se promener son œil. Voilà, et le métier du peintre, c'est ça, c'est trouver toutes ces formes d'expression. Et je dirais que curieusement, dans le chemin du peintre, plus le peintre cherche comme ça, plus il a de chance après d'être retenu par un galériste. Parce que plus vite le galériste va comprendre qu'il y a une vraie démarche derrière. Et que même si c'est classique, il a forcément une bande de bourgeois classiques qui vont mettre ça sur leur cheminée 18e, quoi. Ou il aura une bande de jeunes qui va se dire on s'en met un ringard chez nous, quoi. On va le payer cher, mais on aura un ringard chez nous, quoi. En fait, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas trop réfléchir. En fait, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à la... Alors maintenant, on va appeler ça la cohérence de leur projet futur, le côté réaliste du projet futur. Ils vont en mesurer ils vont faire leur plan à l'école de commerce. Moi, à l'école de commerce, j'étais intervenant pour la création d'entreprises. Génial. J'ai jamais eu le niveau de faire l'école de commerce, hein, mais j'intervenais pour la création d'entreprises. Alors, ils me faisaient le plan SWOT, avec les plus et les moins. Ouais. Alors mais c'était extraordinaire, parce que c'était complètement bloquant. C'est cette folie, c'est ce grain de folie qu'il faut avoir. Et en plus, alors, dans l'art, on peut le commencer avant de faire la transition. On peut commencer avant. Ça, dans notre atelier, à Dourdan, il y en a un qui l'a fait à 41 ou 42 ans. Il a pris 7-8 ans de cours. Donc ça, on n'est pas obligé. Hein, c'est mieux, mais on n'est pas obligé. C'est pas du tout une obligation. Par contre, il faisait des tableaux qui commençaient à être bien cohérents. Donc il s'est mis à peindre toutes les maisons qu'il voyait dans le village, tout ça. Tu veux dire pendant qu'il bossait encore ? Pendant qu'il bossait encore. Donc il prenait ses cours et il s'est mis à peindre, à voir la municipalité, à montrer ce qu'il faisait. Tout le monde voyait ce peintre dans les rues, tout ça, tac, tac. Puis une fois qu'il a fait tous les tableaux, oui, naturellement, la mairie lui a dit, on a une belle salle, si vous voulez, vous pouvez faire une exposition. Je ne sais pas ce qu'il a vendu pendant son exposition, mais tout ce que je sais, c'est que ça a parlé de lui dans les journaux un peu partout. Et puis un jour, donc il avait prévenu son employeur, il a été à mi-temps, et puis après il a arrêté, et puis il est devenu peintre. Et puis maintenant il marche très très bien.
Il marche très très fort. Parce que, en plus, ça faisait partie un peu de son ADN professionnel, je crois. Il était très bon en communication marketing. Donc, il a su trouver comment se vendre, comment vendre ce qu'il fait, etc., quoi. Celui qui se lance dedans, je dirais, s'il a sa contrainte matérielle, je dirais qu'il a la chance de pouvoir y aller doucement, puis commencer à mesurer si ça répond ou pas. C'est vraiment un truc il faut le travailler un peu beaucoup. Hein. Même si tu prends pas de cours et que tu es très spontané, il faut le travailler, quoi. Tous les jours. On en revient à ce que tu Ouais. disais. Ouais. Une question qui a un peu rien à voir, mais elle n'est pas de moi. Je l'ai entendue dans un autre podcast et je trouvais ça intéressant. C'était quoi tes défauts, entre guillemets, ou ce qu'on te reprochait quand tu étais petit? Et est-ce que aujourd'hui, tu en as fait quelque chose, en fait? Ouais, alors j'étais paresseux, Ouais, j'en faisais qu'à ma tête, ouais, j'écoutais rien, d'accord. Ouais, je faisais que ce que j'avais envie. Et ouais, c'est ça les principales défauts, c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, c'est plutôt des forces? Alors la paresse, ça m'a donc j'ai été soigné au compagnon Mhm. pour une partie, mais il y a une grande partie que j'ai gardée, c'est par exemple, je ne deviens pas expert comptable à la place de l'expert comptable. Je ne Ouais, deviens ce que pas tu juriste disais à la tout à place l'heure, du... ouais. Voilà, je Tu délègue. t'appuies, tu délègues, ouais. Voilà, je m'appuie et je délègue. En faire qu'à ma tête, je dirais, et avec le faire que ce que je veux, je me suis un peu assagi. Mais c'est une force. Mais c'était une force, ouais, c'était une force. La paresse et l'en faire qu'à sa tête, c'était des forces, ouais. C'était des forces, ouais. C'était... Et le troisième, je ne sais plus ce que c'était... Mais c'est ça, les principaux, c'est Ouais. être têtu, ouais, c'était être têtu. Et tu, ouais. Ouais, têtu, ça a été une force, ça m'a apporté des coups, Ouais. mais ça m'a beaucoup apporté. En persévérance, En persévérant, ouais. Ouais. Parce qu'en fait, ça m'a montré que quand on dit la roue tourne, eh ben c'est vrai. C'est-à-dire des gens qui m'ont détesté, maudit parce que je m'entêtais, ben après c'est devenu des grands amis parce qu'ils se sont dit, mais punaise, t'es toujours là. Non mais c'est vrai, ouais, en fait ces faiblesses, moi je crois qu'avant tout c'est de bien les connaître, quoi. C'est de bien les connaître. Les faiblesses? Ouais, Ouais. c'est de bien connaître ses De faiblesses, ses pas se défauts. fermer de pas Voilà. se mettre des œillères. Moi, je pense Ouais. qu'il faut être très, 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 Très très honnête. clair avec soi. Mm. Et ça va jusqu'à, comment on pourrait dire, ça va jusqu'à l'analyse. Parce que si j'entends des gens autour de moi euh, changer de vie, faire toutes ces choses-là, quand on est lors d'un dîner et qu'on parle de ça, je me rends vite compte que ben, leur limite, c'est eux-mêmes. Parce qu'ils ne savent pas exactement qui ils sont. Ils ont suivi une voie, on les a félicités d'avoir un grand diplôme, on les a félicités d'avoir fait ci ou ça, ou ils galèrent dans ce qu'ils font. Et comme ils se connaissent mal, ben, ils savent même pas ce qu'ils voudraient réellement faire. Ils sont mal, mais ils savent même pas. Donc ça, c'est le premier truc à bosser, en fait. Je pense que ça fait partie des Ouais. gros trucs à bosser, c'est de se dire, ben, il faut s'appuyer sur sa propre expérience, en se disant, mais bon, j'ai fait ça. Donc ça suppose d'être capable de se rappeler les coups qu'on a pris. Parce que c'est vrai que notre cerveau, il est bien pour ça. Ouais, il oublie. planque bien le il truc planque, et ouais, tu voilà. t'en rappelles pas. Hein, alors, il faut être capable d'aller se rechercher tous les endroits où on a planté. Moi, je me rappelle avoir mis sur un CV départ, démission pour absence de résultat. Et donc, le mec en face de toi qui veut te recruter, monsieur Bloch, ça se dit jamais, ça. Ben si, monsieur, j'étais au SMI avec des commissions. Si au bout d'un an, je suis toujours au SMI, c'est que j'ai une absence de résultat. Ouais. Je voulais quand même pas rester au SMI. Et comme la boîte était pas pourrie et qu'elle marchait bien, c'est que le problème, c'était moi. Donc, je suis parti pour absence de résultat. Mais c'est apprendre, oui, c'est se connaître, c'est être... Et pourquoi connaître les moments où on s'est planté, les coups qu'on s'est pris? Parce que c'est là que tu te dis, quand je me suis planté à cette époque-là, pourquoi j'ai fait ça? Ouais. Comment je suis arrivé dans cet engrenage-là? Pourquoi j'ai pris ces coups-là? Tu vois, ça te permet de vraiment bien utiliser ton expérience. C'est pourquoi à tel moment ça a marché? Qu'est-ce que tu as fait pour que ça marche?
Moi, l'entreprise d'insertion, je peux te dire, parce que je ciblais où était le pognon de l'administration, il fallait que j'aille le chercher. De l'autre côté, je ciblais comment faire bosser mes gars et avoir le plus de postes possible pour pouvoir écouler. Je ciblais les mecs qui allaient pouvoir me prendre mes gars et m'acheter mon matériel. Je ciblais. Et ça, tu réutilises ça aujourd'hui ? Ah oui. Alors comment je cible ? Je cible ce qui intéresse personne ou ce qui intéressera tout le monde. Mais je sais ce que je cible. Parce que je dis toujours, par exemple à ma fille, je dis toujours, tu sais, des fois tu te prends une tôle, tu vends rien, c'est que tu n'as pas rencontré ton public. Ça ne veut pas dire que c'est mal, ça veut dire que tu n'as pas rencontré ton public. Intéressant, ouais. Si tu fais des baguettes en résine à 15 balles, j'en ai montré une à Intermarché, 15 balles avec le petit pot de filtre magique sous blister, made in China. Je dis, si tu veux faire ça, tu vas avoir ton public. Il en a vendu, c'est par 25. Il en vend à peu près 2 cartons par mois. Oui. Ou par, voilà. Mais si tu cibles un public plus spécifique, il faut que tu le rencontres. Alors là, elle l'a vu. Tu peux nous raconter ce qu'elle fait, ta fille ? Elle fait des baguettes magiques. Alors, elle fait des baguettes tournées avec du bois, ça s'appelle du bois stabilisé. Donc, ça a des transparences, elle les sculpte. Et c'est un peu la suite d'Harry Potter, mais c'est surtout, elle est dans tous les contes de magie, quoi. Ok. Voilà. Et il n'y a pas longtemps, elle a fait un salon d'art et d'histoire où il y a beaucoup de gens qui viennent acheter des armures, qui font des reconstitutions historiques, etc. Ben, elle a vu que le samedi, elle a très bien vendu avec tous des gens passionnés qui viennent au salon le samedi pour avoir les belles pièces. Oui. Le dimanche, elle a eu des promeneurs. Donc je dis, tu vois, tu aurais été là que le dimanche, tu aurais dit, ben, ça plaît à personne ce que je fais. Or là, elle a vu que, ben oui, si tu rencontres ton public. Alors quand tu es peintre, ben, au début, tu fais vraiment ça, tu cibles, tu cherches, tu te dis qu'est-ce qui va plaire, qu'est-ce qui va... Ou ça, j'aimerais le faire, je sais que ça ne plaira pas, mais j'aimerais le faire. Puis au bout d'un moment, ben, c'est pareil avec l'expérience, tu dis qu'est-ce que je veux faire. Mais tu peux le dire depuis le début, c'est juste que si tu veux débuter, il faut être un petit peu aussi... Parce que dans les galeries, tu sais, tu rencontres des gens au début quand tu vends qui te disent « Vous pourriez me faire le même, mais avec un peu plus de verre cru, bah, ça irait mieux dans la salle à manger. » Bien, madame. Moi, je me rappelle d'un type, je vais dire un gros mot. Hein. J'étais à Deauville. Le gars, il arrive, un grand baraquet, plutôt beau mec, super bien sapé. Mais alors, il marchait comme un gars de la terre, quoi. Et il regarde tous mes paysages. Et ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Il revient en arrière, il repart, tout ça. Et au moment de partir, il se retourne vers moi, il me fait « C'est vous l'artiste ?» Oui, oui, monsieur, oui, c'est moi. D'habitude, je déteste les paysages. Mais alors là, il y a de la couille. Au revoir, monsieur. Et il part. Voilà. Et tu te dis, bon, ben, je dois être puissant dans ma peinture. Heureux de le savoir. Ben oui. Tu vois, mais le chemin de l'art, il est comme ça. Après, tu as les gens qui vont te négocier ton tableau, qui vont te négocier le tableau. Alors, si tu n'es pas prêt, ben, tu pleures. C'est déjà pas très cher quand même. Alors, tu vois, c'est tout des choses comme ça. Donc, moi, je pense que ceux qui veulent faire ça, il y a quand même beaucoup d'exemples où ça marche. Et comme là, il y a toute une clientèle de gens d'un certain âge qui aiment les tableaux, et il y a toute une clientèle de jeunes qui aiment aussi se faire un bel intérieur, la peinture, la vente de peinture n'a pas fini de faire des adeptes. Hein, parce que quand je dis qu'il n'y a plus de galeries, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'acheteurs de peinture, c'est parce que le delta entre leur charge et leur vente, il était déjà tendu, et alors avec le Covid, ça a fait des ravages, quoi. Mais la chose est possible, mais c'est vrai qu'il faut toujours se dire, bon, comment financièrement je peux le faire, comment... Et les exemples de gens qui se trouvent un truc à mi-temps, Moi, si j'avais pas eu le magasin et l'argent que j'avais, c'est sûr, c'est comme je pratiquais tout le temps. J'aurais trouvé un job qui me donne au moins un SMIC, qui correspond à ce que j'ai besoin. Au minimum. Et au minimum nécessaire. Et puis un peu d'argent de côté pour l'achat des fournitures, parce qu'au début, les fournitures coûtent cher. Et puis après, je me serais dit, voilà, je fais ça pendant tant de temps pour voir si ça peut décoller ou pas. Il faut faire ça avec un certain réalisme, mais en sachant qu'on entre dans une phase où on va, si on le fait bien, on change forcément.
On a forcément des choses en nous qui sortent qu'on ne s'attendait pas. Ça, c'est certain. J'ai encore mis mon truc sur le micro. Ça a été quoi, toi? Ah, moi, ça a été la sensibilité. Oui, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Mais ça a été des moments aussi de grande irritabilité. C'était le début de la sensibilité. Si on me disait un truc qui ne me plaisait pas, alors qu'avant, moi, j'étais un... Je pouvais répondre à tout, quoi. Ouais. Et dans l'art, petit à petit, ben, en fait, ça finissait pas... Quand on me disait quelque chose de travers, j'étais irrité, quoi. J'avais les larmes aux yeux, j'avais le cœur gros, quoi. Et c'est l'arrivée de cette sensibilité qu'il a fallu apprendre à dompter et assumer. Et qui est revenu, qui est venu au fur et à mesure où tu te formais à la peinture. Ben, c'est celle que j'avais quand je faisais mon violoncelle. C'est ça, ouais. Tu vois, combien d'années avant? Ouais, elle était passée où? Ben, elle était passée, elle s'était mise en arrière au profit de l'instinct, de la combativité, de l'acquisition d'un statut, etc., quoi. C'est tout ça comment je veux dire, qui fait que dans nos vies, ben, on peut faire quelque chose de complètement différent, puis à un moment, on dit, ben, non, je veux plus. Mais je veux plus, plus on avance dans le temps, moins c'est un caprice d'enfant, plus on doit le réfléchir, l'assumer. Et l'assumer, il y a tous ces paramètres, quoi. Puis en plus, dans le monde de l'art, ben, il y a aussi tous les égos des artistes. Les artistes ont souvent un ego très développé, qui est, à mon sens, qui est absolument très souvent nécessaire pour faire des créations fortes. Et ben cet ego, il faut pouvoir le côtoyer aussi. Ouais. C'est-à-dire que si tu vas au salon, par exemple, si tu vas le jour de l'installation au salon d'automne ou au salon du Grand Palais, si tu es un petit peu loquace comme ça, tu vas avoir des trucs. Oh bah dis donc, cette année, t'es un peu en dessous là. T'as des petits pics. C'est pas un monde horrible, mais c'est un monde où chacun défend son steak, quoi. Et puis comme c'est très très affectif, ben ça peut être très dur, quoi. Eh ben oui, parce que c'est ce qui sort de toi. Enfin, c'est pas un tableau Excel, c'est pas. Ben voilà. C'est un truc qui vient de. Il y a pas mal d'artistes, quand tu es toi-même artiste, si tu leur fais des compliments, ils pensent que tu es un hypocrite, quoi. Un faux cul. Tu te fous de la gueule. Ah ouais. Je l'ai pas dit fort. Et si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que tu changerais quelque chose? Alors là, c'est très très difficile à dire. Parce que comme je te disais, j'ai vu... Tu vois, par exemple, maintenant aussi, avec ma peinture, je me suis inscrit dans un club de philosophie. Et je découvre que des philosophes, même très anciens, ils ont écrit sur tous les trucs qu'on ressent, sur tous les trucs qu'on fait. C'est terrible. Mais c'est hyper intéressant. Et je me dis, mais comment un jeune, après son bac, qui a déjà commencé à comprendre la philosophie, comment on peut les retrouver aussi cons 10 ans après? On est trop jeune pour faire le philo. C'est-à-dire que, tu vois, moi je me suis toujours dit, est-ce que je fais beaucoup dans ma vie avec très peu de potentiel? J'ai toujours été obnubilé par le QI. Parce que ma mère était institutrice, alors on n'a jamais voulu me dire mon QI de l'époque. Jusqu'au moment où j'ai compris que le QI, c'était un truc par rapport à la croissance, et qu'après, notre cerveau, en fait, il fait des connexions en fonction de ce que tu fais, il grandit ou il rapetisse. C'est très variable, quoi. Mais je me suis toujours dit que si j'étais parti, par exemple, les étudiants de l'école de commerce, je me disais, mais si j'avais su ce qu'ils savent, et si j'avais eu l'assurance qu'ils ont, moi, à leur âge, mais qui dit que j'aurais fait quelque chose de bien? Ouais. T'as pas de regret, en fait? Ben, si, j'ai un regret, c'est d'avoir eu un degré de conscience de moi-même très faible jusqu'à l'âge de 45 ans, quoi. 5 ans après avoir pris l'Inter, j'ai commencé à vraiment être beaucoup plus sûr de moi et avoir en plus d'une vision large de ce qui se passait autour de moi, de pouvoir réagir par rapport à moi. Avant, c'était beaucoup dans le statut, c'était beaucoup par rapport aux autres, dans l'acquisition, dans comment être par rapport à tel, etc. Donc c'est tardif. Donc je pense que je suis un vieux jeune. Un vieux jeune mûr. C'est-à-dire que j'ai la maturité de quelqu'un de
de 40 ans, 40, ouais, j'ai la maturité, j'ai à 63 ans la maturité de quelqu'un de 40 ans. Ok. Je réfléchis à ce que ça veut Bah, dire. ça fait que quelqu'un de 40 ans, il a une maturité sur son travail et sur lui-même, que moi, je viens à peine d'avoir du haut de mes 63 ans, tu vois. Donc, je ne sais pas à quel âge je serai vraiment vieux, à part le physique. Le physique, ça, on le sent bien, on le sent déjà. Mais une vraie vieillesse intellectuelle de sagesse, je ne sais pas quand je l'aurai, ça. Je sais la phrase de Sénèque qui dit le sage est celui qui cherche la sagesse, le fou est celui qui est sûr de l'avoir trouvée. Donc on n'est pas pressé. Voilà, donc je ne suis pas pressé, mais je pense que je suis en décalage sur mon âge, ça c'est sûr. Donc tout ce que je dis est décalé, quoi. Dans l'espace-temps. Ouais, dans l'espace-temps. Ouais. Voilà. Ça c'est voilà, Le chat c'est est d'accord. la Minette Groux qui est là et qui a vu son maître démarrer dans la physique quantique. Hein? Et elle s'est endormie sur le livre et son maître aussi. Et ta fille, donc tu l'as encouragée, elle, à avoir une carrière créative. Ah ben, T'as pas fait comme tes parents. Voilà, elle était partie en Angleterre pour la biologie. Ah. Voilà, et puis à un moment donné, dans son collège, il y avait une prof. Enfin, ça, c'est les Anglais. T'as le vieux collège, genre une ancienne abbaye avec des profs surdiplômés et tout. Elle faisait la biologie. Et au milieu de ça, ils mettent comme un gros cube, c'est le studio d'art, avec une prof allumée totale, mais allumée géniale. Hein. Et elle a rajouté une option. Donc ça ne se faisait pas d'habitude, et là sa prof était d'accord, et elle a rajouté l'option art. Puisque déjà chez nous, elle faisait de la peinture, elle a fait des stages avec moi. Et puis après, elle est partie costumière. Puis après, le retour a été très difficile, puisque dans le costume, c'était très chaud, ça ne marchait pas du tout. Et puis, c'est comme ça qu'elle a commencé à travailler pour le château, elle a fait des expositions de peinture avec moi, et puis Baguette Magique. Voilà. Et donc là, c'est la transmission à nouveau, parce que c'est toi qui l'as formée à l'ébénisterie, en fait. Alors moi, je la forme à l'ébénisterie, et elle fait des ateliers, au château de Compiègne et au château de Pierrefonds, ce qui lui permet d'avoir son salaire minimum. Ouais, ce que tu conseillais tout à l'heure. Voilà, le but c'est ça. Et d'être, ce que tu me disais, d'être libre en tant qu'artiste. Et d'avoir garder sa liberté. Voilà, de garder sa liberté pour des œuvres plus grandes comme ça a été pour la maquette, et puis aussi surtout d'avoir du réalisme dans sa carrière d'artiste. C'est-à-dire qu'elle apprend à faire les devis pour dire aux clients si je vous envoie une baguette à Las Vegas, ça coûte tant. Elle a dû traiter avec le DHL, le transporteur, pour savoir combien annoncer le prix. Apprendre à faire ses boîtes, ses colis, comment ça arrive, quelle assurance je dois prendre. Tous les aspects concrets du métier. Ouais, à pas négliger en fait. À pas négliger parce que c'est important. Moi, ça m'est arrivé une fois à Deauville, un tableau vendu en Chine. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quand on n'a pas négocié avant. Oui, heureusement qu'il y avait une dame sur place, une chinoise sur place, qui m'a aidé à savoir comment on faisait entre le yuan et l'euro, et comment il fallait emballer, et comment ça partait en Chine, etc. Quoi. C'est toutes ces choses-là. Quoi. C'est-à-dire, oui, il faut avoir du réalisme, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils veulent changer, ils ont déjà vu quand même un certain nombre de choses, ils ont quand même déjà une certaine expérience. Mais oui. Bon, c'est pas inutile de rappeler toutes ces choses-là, parce qu'il y a un côté... je trouve qu'il y a une dame dans tes podcasts que j'ai écouté, elle a fait de l'enseignement, elle était consultante, elle est encore consultante, et puis elle fait du piano maintenant, des choses comme ça. Nathalie qui est coach qui a repris le piano, la peinture, voilà, oui. Elle parle très bien de cette chose en nous qu'on veut aller chercher, qu'on veut ouvrir, qui va être différente. Mais elle parle aussi entre le rêve et la chose qu'on va aimer faire. J'ai trouvé, elle a une analyse... Oui, où elle dit par exemple que c'est pas forcément l'art sa zone de génie, mais ça va nous permettre d'accéder à un autre espace. C'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. Et toi, tu aurais quoi à dire par rapport à ça?
Moi, je trouve qu'elle décrit bien ça. Ces mots sont justes parce que ça permet à celui qui écoute ça de se dire, je vais pas ou je veux réaliser un rêve, mais il faut que je le comprenne bien parce que ce ne sera pas qu'un rêve. Ouais, ce ne sera pas qu'un rêve, ce ne sera pas toujours du rêve. Et il y aura des moments où ce sera même possiblement un cauchemar. Et si on a bien envisagé ce rêve et qu'on est d'accord que c'est en faisant ça qu'on va être bien, la période cauchemar, elle ne va pas être trop gênante. Parce qu'on va se dire, demain j'aurai une éclaircie parce que c'est vraiment ce que j'aime. Et on en parle souvent avec ma fille. Et elle prend ce plaisir. Parce qu'on vit... Elle, par exemple, elle s'est éclatée à apprendre à sculpter. Alors je l'ai guidée au début, puis après, elle a bien pris son coup de main, tout ça. Sauf que là, pendant un moment, elle a très très mal à son épaule et au côté. Et oui. Parce qu'elle n'a pas cherché la position idéale. Mais au bout de 6 mois de boulot fort, elle a un problème. Donc elle doit maintenant se mettre à étudier comment sculpter pour ne pas avoir mal comme ça. C'est des détails, mais enfin, c'est des détails qui ont leur importance. Ouais, Mais c'est tout ce chemin qui dit non, c'est pas un rêve, c'est j'y suis bien, j'aime le faire, j'en ai rêvé, mais c'est pas parce que j'en ai rêvé que c'est un monde merveilleux. Oui, c'est dans ce sens-là, tu dirais. Moi, j'avais compris, j'en rêve, mais un jour, ça peut être la réalité. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est un rêve qui peut devenir réalité, mais parce que ça doit devenir une réalité, parce qu'on a souhaité que ce soit une réalité, faut envisager le fait aussi que ce soit pas un long fleuve tranquille, quoi. Loin de là. Et c'est pas ça qui doit nous arrêter, parce que parfois, on peut se dire, ah ben non, en fait, c'est pas comme j'imaginais, donc... Alors là, comme je disais tout à l'heure, je suis mal placé, parce que moi, dans ma vie, il y a des moments où ça a été très dur, et en fait, j'en garde des bons souvenirs, parce que la haine et le dégoût de certains moments peut être un bon souvenir, en disant, après, quand j'ai rebondi, je me suis dit, on me le fera pas 2 fois celle-là, tu vois. Donc, comment je peux dire, oui, si on est acharné, si on veut y arriver, oui, moi, il y a des endroits où je suis arrivé, c'était un peu un rêve, c'est devenu très compliqué, et puis c'est redevenu un rêve parce que j'ai foncé dedans, quoi. Ouais. Moi, si j'avais un beau costume de directeur d'usine, je voulais pas qu'on me l'enlève. Alors j'ai persévéré, j'ai bossé le double, j'ai fait tout ce que je pouvais, pour pas qu'on me l'enlève mon costume. Et puis après, quand j'ai décidé d'en changer, c'était un acte volontaire. Parce que je savais peut-être que pour garder ce costume, il fallait trop d'énergie par rapport à moi, quoi. J'étais au-dessus, quoi. J'étais au-dessus de... Alors c'est pas le principe de Peter, mais j'avais pas la... Moi, je considère que quand on se sent bien dans ce qu'on fait, c'est quand on peut en faire moins et que ce soit toujours aussi bien. C'est quand on n'est pas toujours au maximum. Si tu es toujours au maximum, c'est pas bon. Tu vois, par exemple, en peinture, je disais tout à l'heure, moi ici, j'ai peint des journées entières, des journées entières, des journées entières, des journées entières. Donc j'ai appris. Maintenant, je sais très bien que je peux tourner autour de mon tableau pendant une journée. Et des fois, ça m'arrive, je mets les grosses têtes. Parce que, tu connais les grosses têtes? Parce que je trouve que ça me vide la tête. J'admire ce qu'ils font parce que c'est... je peux pas dire de mal, hein, c'est pas du mal. Parce que, mais ça me vide la tête et en 2-3 heures, je peux sortir le tableau que j'ai en moi pendant des journées avant. Avant, je me serais dit, je vais faire ça, voilà. Et maintenant, je me mets ça me vide la tête. Et je sais pas, il y a l'instinct qui sort, j'avais vu mes couleurs, et là, je réfléchis pas, et c'est tac. Mais ça, c'est parce que tu as bossé oui. avant. Ah oui, tu peux oui, aussi te permettre que ça marche comme ça. Ouais. Mais peut-être que chez d'autres, ça peut marcher spontanément, hein, parce que je peux dire, dans l'art, en fait, le plus dur dans l'art, c'est que dans la majorité des professions, il y a un cadre. Dans l'art, il n'y a pas de cadre. S'il y a un cadre à la fin, mais tu peux mettre ce que tu veux dedans. Donc, c'est un métier qui est très déstabilisant parce que j'emmène le cerf en gouache. Est-ce que je suis un vieux ringard
Ou est-ce que je vais simplement faire plaisir à un chasseur? Ou est-ce que je vais faire plaisir à un écolo? J'en sais rien. Mais la manière dont je l'ai fait, il n'y a pas de cadre, il n'y a rien qui... Le matin, quand tu te lèves, aussi bien pour la baguette magique, ma fille, combien de fois elle le dit dans les dîners avec les jeunes, on lui dit, ah, tu fais des baguettes magiques, C'est ça ton métier? c'est ton métier, tu fais des baguettes magiques. Alors quand on veut changer, ben, faut s'attendre à tout ça. Du coup, pour conclure, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui entend cette voix créative lui dire fais-moi une place, comme s'appelle mon podcast, et qui hésite et qui bloque et qui sait pas quoi en faire en fait, mais qui entend que ça prend, que la petite voix elle commence un peu à hurler quoi. Ben, il faut qu'il fasse le point de sa vie, ce qu'il a d'heureux ou de malheureux dans sa vie, comment il se sent dans sa vie, dans son métier, de quoi il a besoin pour vivre, et s'il est sûr que demain, en faisant cette chose-là, c'est ce qui lui plaira le plus. Donc il faut qu'il voit des gens qui font ça, il faut qu'il regarde autour de lui, d'autres gens qui font non pas cette démarche de changement, mais ce métier futur qu'il aura envie de faire. Et puis après, ben, s'en donner les moyens. Rencontrer des gens, c'est pour rendre la chose plus réaliste, enfin pour se rendre compte vraiment de ce que ça implique, pour... Ben, quand Christine m'a parlé de toi, moi, je me suis dit, ben, par exemple, chez Intermarché, on a des sessions d'intégration des futurs adhérents, donc patrons d'Intermarché, et chaque fois, les anciens, ceux qui le veulent, moi je fais partie, on est avec les nouveaux arrivants, et on est soumis à la question, à raconter notre histoire, pourquoi on l'a fait, et à leurs questions à eux, parce qu'on leur explique le plus justement possible ce qu'on a vécu les uns les autres. Et pour leur dire, voilà ce que vous allez faire au-delà de l'investissement, au-delà de imaginer que vous allez bien gagner votre vie, surtout, voilà, nous, des expériences qu'on a vécues les uns les autres. Et dans les rencontres, bah, c'est ça, tu vas rencontrer des gens qui vont te dire ce qu'ils font, quoi. Tu vas rencontrer des gens c'est intéressant parce que, en plus, avec Internet, on peut contacter pas mal de gens. Donc moi, c'est pour ça que j'ai répondu OK pour ce podcast, parce que j'aime bien ta démarche, et je me suis dit, ben, ça coûte rien de transmettre un message à d'autres. En gros, moi, si je veux faire le vieux con, attends, moi, mes générations, on avait besoin de personne, hein, nous les coachs, tout ça, à la benne. Hein. Déjà, celui qui avait besoin d'un coach, était à moitié malade, quoi. Le mec, il a rien dans le pantalon, quoi. Il avance pas, quoi. Et puis, si tu es à l'écoute de la vie, de ce qui se passe autour de toi, tu te dis, ben oui, tout est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Par exemple, moi, je te parle, tu vois ma télé branchée sur l'ordinateur, les trucs que j'ai ici. Heureusement que j'ai mon gendre qui m'a aidé à savoir comment faire, à mettre le cloud dans mon téléphone. J'ai même mon personal cloud. C'est-à-dire si je suis au bout du monde et que mon cloud est complet, je peux basculer sur l'autre cloud. Mais, merci Vincent. Sans Vincent, et bien là, c'est pareil. C'est ce que j'ai aimé dans cette démarche. Je ne me suis pas déshabillé devant ton micro. J'ai dit les choses essentielles le plus justement possible, avec du réalisme pour ne tromper personne. Et si ça peut aider quelqu'un à changer sa vie, comment il disait, le Dalai Lama, si tu fais un petit truc pour ton voisin, c'est un grand truc pour l'humanité, ou une phrase comme ça. Mais bon, peu importe, mais c'est une belle phrase, quoi, en disant des petits coups de bien que tu fais à droite à gauche. Je vais finir par une anecdote. Allez. Hein. Voilà. C'est moi, des stagiaires qui me voyaient toujours avec le maître, tout ça, ils me disaient un jour, mais toi Thierry, c'est quoi ton objectif par rapport à la peinture? Alors moi je leur ai dit, ben moi ce que j'aimerais, c'est d'avoir un tableau au Louvre et qui vale plus cher que la Joconde. Ils m'ont jamais redemandé. Puis il y a passé quelques années. Puis il se trouve que dans les élèves de Christophe, il y avait une dame qui travaille au Louvre. Dans les bureaux en dessous, elle est dans ceux qui font les analyses de tableaux, tout ça. Alors Thierry a offert un tableau. Et il lui a dit, tu le mettras dans ton bureau.
Donc après, aux stagiaires, je leur ai dit, maintenant j'ai un tableau au Louvre. T'as un tableau au Louvre? Ben oui, les gars. Moi, j'ai jamais su si elle l'a mis dans son bureau, mais c'est les histoires d'ego, c'est les histoires sur lesquelles il ne faut pas se gourer. Le plus important dans l'anecdote que je viens de raconter, c'est que, en fait, ces stagiaires se posaient la question jusqu'où on peut aller. Or, c'est de dire, mais attendez, des chefs de file qui passent à la télé et qui font les expositions dans le monde entier, je veux dire, quand on prend sa carrière après une autre carrière ou entre 30, bon peut-être à 30 ans, j'en sais rien, de toute façon il n'y a pas de règle, mais on a très peu de chances d'être des tout grands. Donc il faut se dire comment je peux vivre heureux de ce que je fais, en vivre financièrement et me faire plaisir. Donc ça demande un certain réalisme et puis avoir conscience qu'on développe des nouvelles qualités. Et que donc celui qui après est un peintre heureux n'est pas forcément tout à fait le même que celui qui a pris la décision « je veux être peintre ». Donc il faut toujours qu'il se laisse une petite porte de retour. Simplement, de se dire qu'à un moment, il pourrait arrêter pour revenir comme il était ou faire autre chose, que ce choix peut ne pas être forcément celui qui va être capable de vivre pendant 5, 10, 15 ans. En se préparant, c'est pas s'enlever de la motivation, c'est ne pas souffrir si ça arrivait. C'est comme ça qu'on peut être fort, c'est en anticipant, mais ça ne veut pas dire d'être raisonnable. Hein. C'est Surtout pas. se dire, puis si c'est pas ça, si j'ai pu prendre cette décision, je pourrais en prendre une autre. Voilà. Ça me rappelle une scène vécue, pour de vrai. Un mec qui fait de la peinture, donc qui était avec nous là-bas. Et il se met à la sculpture. Et on est 3 dans son atelier, et il dit « Oh les gars, je me suis mis à la sculpture, mais je ne sais pas si je ne vais pas regretter la peinture. Est-ce que c'est possible de faire les deux ?» Et il nous, comme c'est un type très instruit, il nous met dans une réflexion profonde. Et il y en a un qui est aussi un peu brut que moi dans ces moments-là. Il prend un pot de peinture et il le met sur la sculpture. Tu vois, maintenant, tu fais les deux. Et la réponse de l'autre, j'avais pas pensé à ça. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a commencé à faire des céramiques. Donc, il faisait ses sculptures. Puis après, il peignait dessus avec les... Incroyable. C'est rigolo, hein? C'est rigolo. Ça se termine pas toujours bien, ces histoires. Hein? Celle-là, c'est bien fini. Mais celle-là, ouais. Mais elle est aussi significative de la zone de fragilité dans laquelle on peut entrer en développant une sensibilité dont on n'a pas forcément l'habitude de vivre avec depuis longtemps. Voilà. Oh, il y a une dernière chose que je peux dire. C'est que c'est pas parce qu'on fait tous les jours ce qu'on aime qu'on n'est pas stressé, angoissé par moment. Ouais, ce serait un leurre. C'est un leurre, parce qu'il y a des grands blancs. Et c'est normal. Et c'est normal. Oui, des moments pas très plaisants, mais ça fait partie. Mais ça fait partie de la vie, ouais. Et puis chaque fois qu'on cherche quelque chose de nouveau, on sort d'une sorte de zone de confort. Et ça peut être aussi générateur de stress, mais il faut l'assumer. De toute façon, il n'y a jamais rien qui est garanti. Hein. Mais ça, moi, personnellement, s'il y avait une dernière chose à dire, c'est si on aime la sécurité, non. Si on aime être heureux et se lever tous les matins en étant heureux de se lever, eh ben, je dirais, faut y aller. Faut y aller. Ouais, faut y aller. C'est comme quand tu vois mon jardin. Il y a plein de gens qui arrivent et disent oh, combien de temps tu passes à tondre? Mais attendez, je m'en fiche. Moi, j'ai juste dit c'est beau ici. J'ai même pas pensé à ça. T'as dit c'est beau, voilà. Mais il y en a plein qui disent eh ben ceux-là, il ne faut surtout pas qu'ils changent. Il ne faut surtout pas qu'ils changent parce que ils ont trop besoin de sécurité, d'assurance, de cadre de fonctionnement. Ou alors peut-être c'est des bons candidats mais qui vont souffrir mais qui seront peut-être tout heureux d'avoir tout pété, j'en sais rien. Voilà, j'ai tout dit. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était un vrai plaisir.
Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner au podcast ou à me laisser un message sur le compte Instagram Fais-moi une place podcast. Vous pouvez retrouver Thierry sur son compte Instagram thierryblog.art. À bientôt.